nouvelle belle rencontre, nouveau témoignage aujourd'hui. Mon invité a connu l'Algérie au milieu des années 70, considérée à l'époque comme le centre du tiers-mondisme. Elle se dit d'ailleurs algérienne de cœur. Ces rencontres portent les noms de Pierre Bourdieu, Mouloud Mamri, Germaine Tillon ou encore Kateb Yassine. Je vous propose d'échanger avec une enseignante de littérature devenue anthropologue et qui s'est beaucoup intéressée à la tradition orale et aux rituels en Algérie. Bonjour Marie Birol. Quand on évoque votre Algérie à vous, qui est la thématique de ces témoignages que je collecte depuis quelques années maintenant, qu'est-ce que ça évoque? Si je pense Algérie, je pense amour. C'est-à-dire, ça commence pareil par un A. Mais pour moi, l'Algérie est un pays de cœur, vous l'avez dit. C'est mon deuxième pays, ça a été parfois mon premier pays. Et le sentiment que j'en ai eu, que j'en garde encore, c'est l'amour. L'amour du pays, l'amour des gens, l'amour d'un homme aussi. L'amour peut-être a posteriori de ma jeunesse, parce que je suis arrivée en Algérie à 25 ans. J'en suis repartie, on va dire, j'en avais une quarantaine, un peu plus. Et c'est vrai que c'est pour une femme la partie de sa vie la plus, on va dire, la plus active, la plus féconde, là où la beauté règne un peu partout dans les échanges sur elle-même. Et je crois que les yeux de la jeunesse, c'est aussi les yeux de l'amour. Bon, je suis retournée ensuite en Algérie, mais je préfère, disons maintenant, aimer à distance, l'amour platonique, on va dire. Dans quelles conditions euh, se passe votre premier contact avec l'Algérie? Eh bien, justement, là aussi, c'est vraiment par amour, c'est que j'avais donc 24 ans, je voulais connaître ce pays qui pour moi était, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le phare du tiers-mondisme, qui avait réussi sa guerre de libération, donc à chasser le colonialisme qu'avait exercé mon pays pendant 130 ans. Donc je trouvais ce peuple d'une bravoure incroyable. Il est tenté d'inventer un modèle social spécifique, une sorte d'utopie que j'ai, dont j'ai vite vu les limites. Mais bon, l'idée était là et l'élan était là. Et donc pour moi, jeune femme de gauche, on va dire, toujours prête à se mettre sur des fronts militants, toujours sensible à toutes les injustices du monde et au combat aussi du monde pour que ça aille mieux. Je voulais absolument connaître l'Algérie et j'y suis donc partie en touriste pour un mois, au mois d'août 74. Et je dois dire que j'y suis, pour ainsi dire, restée avec une courte interruption. Je suis rentrée en France et où je suis revenue, cette fois avec le désir d'y vivre. D'abord, j'étais une citoyenne lambda, enseignante dans un lycée et payée au tarif des enseignants algériens. Donc ensuite, j'ai eu ce statut de coopérante qui était plus, disons, plus lucratif, mais qui pour moi ne changeait pas grand-chose parce que je ne fréquentais que très très peu les coopérants français ou autres d'ailleurs. J'étais plus intéressée par le pays que par ces petits cercles d'expatriés qui, moi, ne m'apportaient rien. Donc, c'était juste financièrement plus confortable. Ça me permettait de faire des allers-retours en avion et de dépenser tout le surplus en kérosène. Je crois que j'ai dû polluer beaucoup la planète à cette époque-là. C'est une actualité à prescription. Ensuite, j'ai à nouveau été dans un statut de droit commun, comme on disait. J'ai enseigné la fac d'Alger. Voilà, j'ai moi-même monté un programme de coopération entre l'université d'Oran et le CNRS à l'époque où je suis entrée, moi, comme chercheur au CNRS et où là, je n'habitais plus à plein temps en Algérie, mais on va dire à mi-temps. Je faisais beaucoup d'allers-retours. Voilà. Donc, j'ai eu toutes sortes de statuts, statut d'épouse algérien aussi, statut de, bon, bref. J'avais une carte de résidence à une période, donc je pouvais aller venir librement entre les deux pays, c'était formidable. Vous êtes intéressé particulièrement à écrire sur les rituels
les coutumes algériennes? Quand je suis arrivée en Algérie, donc j'étais une jeune femme naïve qui ne connaissait pas grand-chose, d'abord pas grand-chose à l'Algérie, pas grand-chose à la vie tout court, hein, finalement. Moi, je venais de ma province limousine, j'étais une femme issue de milieux populaires, donc tout était à conquérir pour moi. Je suis devenue sorte de transfuge de classe, mais l'Algérie m'a ouvert, je dirais, les yeux, le monde, la réflexion intellectuelle, mais ça a été d'abord par le contact humain. Et j'ai découvert, on va dire, la profondeur du pays petit à petit, et notamment par l'intermédiaire des femmes. Moi, en tant qu'étrangère, j'étais acceptée aussi bien en milieu masculin qu'en milieu féminin. Euh, j'ai appris des deux, bien sûr. J'ai appris des hommes, et notamment sur le plan politique, j'ai beaucoup appris des hommes algériens avec leur côté critique absolu, leur côté caustique, humoristique. Mais j'ai beaucoup appris des femmes. Et étant immergée dans les milieux féminins et n'étant pas, moi, considérée comme une véritable étrangère parce que je me pliais à toute la vie quotidienne sans manifester ma, entre guillemets, extranéité ou supériorité ou je sais pas quoi, les femmes m'impliquaient beaucoup dans tout ce qu'elles faisaient et ça leur plaisait d'avoir cette femme bizarre là qui venait d'ailleurs, qui essayait de parler leur langue et qui acceptait qu'on se moque d'elle, qui rigolait facilement, qui était jeune, etc. Donc les femmes m'ont vraiment intégrée à leur monde, en particulier les femmes de Kabylie, mais pas seulement elles. Et du coup, je me suis aperçue que le quotidien des femmes était rythmé certes par des tâches domestiques, par beaucoup de choses techniques, des trucs de survie, des galères aussi, des problèmes psychologiques et tout, mais que c'était rythmé aussi par toute une relation au sacré qui permettait, je pense, de supporter beaucoup de choses et qui donnait à la vie un aspect plus, je dirais, plus élevé, plus épais, plus riche aussi. Et donc, Plus, plus acceptable. ce côté-là m'a captivée. Du coup, je suis pas partie en Algérie pour faire l'anthropologue, hein. Je suis juste partie pour connaître ce pays, m'y installer. Après, j'ai rencontré un homme et donc je suis restée aussi pour lui. Mais j'y suis restée au départ vraiment pour vivre et pas pour observer les gens. Mais quand on vient d'ailleurs, on est automatiquement observateur parce que tout est différent. Donc, on devient anthropologue malgré soi. Et du coup, après, je me suis dit, mais pourquoi ne pas écrire tout ça? Et pourquoi ne pas en profiter? Moi, j'avais un CAPES de lettres modernes, une maîtrise de lettres modernes. Pourquoi ne pas en profiter pour faire une thèse? Et du coup, je me suis rapprochée de beaucoup de gens qui travaillaient sérieusement dans ce domaine, en anthropologie du Maghreb. J'ai rencontré donc Germaine Tillon, comme vous l'avez dit. J'ai rencontré à Alger Mouloud Mamri, qui a été une des très, très grandes rencontres de ma vie. J'ai connu Camille Lacoste du Jardin, qui était un peu la spécialiste de la Kabylie à l'époque et qui a été ma patronne de thèse, du coup. Et après que Germaine Tillon ait passé la main, j'ai fait mon DEA avec Germaine Tillon, puis ma thèse avec Camille. Et là, j'avais choisi un sujet qui était proche des rituels, mais c'était pas encore ça. Je voulais régler un compte personnel. Euh, J'avais eu dans ma jeunesse de 20 ans, on va dire, quand j'avais eu ma fille, une terrible angoisse de mort. La mort me terrorisait et je m'étais dit que, tiens, pourquoi pas attaquer ce problème de front et faire ma thèse sur les attitudes et pratiques face à la mort en Kabylie, parce que j'avais eu des conversations aussi autour de tout ça et je trouvais que la philosophie de la mort en Algérie était tellement différente de celle que moi j'avais vécue dans mon adolescence et dans mon âge adulte. L'Europe commençait à être dans le déni de la mort, à cacher la mort, etc. Je me suis dit, c'est un sujet, certes, pas très réjouissant, mais intéressant parce qu'en plus, personne n'y avait vraiment
ne s'y étaient vraiment risquées, aventurées, je dirais. Donc, j'ai fait ma thèse sur les attitudes et pratiques face à la mort. Et évidemment, j'ai croisé les rituels aussi, et combien à cette occasion, puisque autour de la mort, évidemment, pour aider au passage, à la douleur, à tout ça, régler les problèmes qui surgissent, préparer la mort, il y a beaucoup de rituels. Et donc, c'est pour ça que après, je me suis dirigée plutôt vers les rituels quand j'ai soutenu cette thèse et que j'ai commencé à écrire des articles, à m'impliquer dans des programmes de recherche et puis ensuite à postuler pour entrer au CNRS. Donc là, je me suis orientée plutôt, oui, vers les rituels, pas seulement les rituels, bien sûr, mais beaucoup sur les rituels. En particulier, j'avais découvert, parce que, bon, quand vous allez entendre de quoi il s'agit, ça va peut-être vous faire sourire, mais j'avais découvert comme chercheur un rituel kabyle qui s'appelle Asensi, qui est un rituel oui, qui consiste à faire parler les défunts par la bouche d'un ou une, plutôt une maintenant, spécialiste. Alors déjà à l'époque, c'était pas toujours très bien vu. Et moi, j'ai vu monter l'islamisme en Algérie, comme vous vous en doutez, puisque je suis restée de 74 à 93, donc j'ai vu évoluer tout ça. Et je voyais bien que petit à petit, tous les rituels que moi j'étudiais, tous les, tous les moments sociaux forts que moi j'étudiais étaient de plus en plus battus en brèche les uns après les autres, y compris autour du mariage, y compris, enfin, tout, on va dire, toute la vie quotidienne était saisie d'une espèce de rigorisme qui éliminait les fêtes, les rituels, tout était considéré comme haram, le mot magique. Et donc, moi, j'ai vu tout ça arriver et quand je m'intéressais à Sensi et aux Team Sensiyin, les femmes qui pratiquaient ce rituel, il y avait déjà des personnes qui me disaient, tu sais, tout ça, c'est pas du tout musulman, c'est tout à fait haram déjà le mot. En plus de ça, les morts, il faut les laisser en paix, ça les dérange. Tout ce que vous me dites, je l'ai déjà entendu au fur et à mesure que je faisais mes recherches. Mais comme beaucoup d'autres femmes considéraient qu'au contraire, c'était très important, et des hommes aussi parfois, moi, j'ai profité, entre guillemets, du fait qu'il n'y avait pas encore sur ce rituel un interdit pour pouvoir l'observer dans différents milieux, différentes situations, différents aspects du rituel, etc. Donc, c'était ma, entre guillemets, découverte de chercheur, puisque beaucoup de mes collègues savants me disaient non, 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 il n'y a jamais eu de nécromancie au Maghreb, tout le monde l'atteste, ça n'existe pas, etc. Et moi, je leur disais si. Et la preuve, voilà mes matériaux. Et le premier qui m'a cru, bon, Mamri disait trop rien, il nous laissait un peu évoluer et disons, polémiquer. Mais le premier qui a dit Marie avait raison, c'est Salem Chaker, parce qu'il a perdu quelqu'un de très, très proche, et ce qu'il a d'ailleurs à l'époque beaucoup, beaucoup affecté. Et un jour, il me prend à part dans les couloirs du centre de recherche d'Alger, le CRAP, que dirigeait Mamri à l'époque. Et il me dit, Marie, tu avais raison et pardonne-moi si j'ai montré un petit peu de méfiance à l'égard de tes travaux. Tu avais entièrement raison. Donc à partir de là, j'ai pu affirmer vraiment avec force que cette découverte était valide. Et du coup, j'ai publié un article dans Libica, qui était la revue, on va dire, officielle à l'époque du CRAP, très belle revue d'ailleurs. Et voilà. Et on va dire que ma carrière, entre guillemets, de chercheur est un peu partie de ça. Et puis tous les travaux que j'ai faits après autour d'autres rituels. Du fait de ma présence, disons, intense auprès des femmes de tout milieu, que ce soit des paysannes, des citadines pauvres ou des élites, etc., j'étais bien sûr très, très consciente du statut juridique extrêmement défavorable que les femmes avaient en Algérie. Donc, j'ai participé au combat de mes amis et collègues qu'on pourrait appeler féministes, mais elles ne se revendiquaient pas comme féministes, euh, contre le code de la famille, toutes
les choses qu'on faisait en s'impliquant autour du 8 mars, même si je restais discrète parce que mon statut d'étrangère était, disons, peu favorable à des engagements de type politique, même si c'était là plus du sociétal que du politique, mais bon, c'était du politique aussi. Donc, j'ai participé au groupe Présence de femmes, par exemple, qui était un groupe de femmes plutôt universitaires qui publiait une revue, alors qu'à l'époque, ben, la SNED avait le monopole, mais bon, il y avait comme ça des petites actions de francs-tireurs, francs-tireuses qui publiaient des choses. Donc, j'ai collaboré à Présence de femmes assez longtemps. Ça a été suivi aussi par le groupe Aïchet, où j'étais impliquée. Mais disons que j'évitais de faire du militantisme brut ou pur et dur. J'étais plutôt dans mes écrits à leur côté, dans l'amitié, la solidarité au quotidien, etc. Voilà. Oui, je me suis impliquée donc dès les années 80 du côté des femmes. Après, pour le reste, je me suis, disons, impliquée aussi pour qu'on reconnaisse la culture tamazirt, la culture d'expression donc tamazirt, berbère, sa littérature orale à une époque où tout ça n'avait pas droit de cité dans l'institution. Moi, j'ai commencé à faire des communications à des colloques en, en donnant les textes en tamazirt. On l'appelait pas encore tamazirt d'ailleurs, on l'appelait berbère. Par exemple, j'avais fait un travail sur la gestuelle du discours. Donc, je donnais les énoncés en français, traduction, mais aussi en tamazirt et pour faire bonne mesure en arabe dialectal. C'est-à-dire, j'avais recueilli ça en milieu arabophone et berbérophone. Souvent, d'ailleurs, j'ai travaillé dans des milieux où on était arabophone et berbérophone, où il y avait un code switching entre trois langues, le berbère, le français et l'arabe dialectal. Et du coup, je donnais mes énoncés en berbère. Alors, en dialectal, bon, c'était pas très bien vu, mais ça aurait peut-être pu passer. Mais en berbère, quand il fallait publier la communication, ça posait des problèmes. Et on a eu un petit combat à la fac d'Alger avec mes collègues pour que soient publiés des actes qui incluaient ce fameux travail sur les gestes du discours. Alors, ça paraît tout petit, mais c'était important parce que c'était symbolique aussi. Et on a fini par avoir gain de cause. Le bouquin collectif est sorti. Bon, c'est tout petit hein, comme combat, mais voilà, c'était parce que moi, pour moi, l'Algérie, j'ai dit amour tout à l'heure et c'est vrai, mais je pourrais rajouter un autre mot clé pour moi qui m'a animé tout le temps, c'est le mot pluriel. Pour moi, l'Algérie est un pays pluriel qui n'a jamais voulu s'accepter comme tel. Et c'est dommage parce que je pense que beaucoup de ces drames auraient pu, mais ça c'est une opinion, peut-être que d'autres ne la partageraient pas, mais je peux m'autoriser à dire ça, que l'Algérie, si elle avait reconnu sa pluralité linguistique, culturelle, politique, etc., aurait certainement connu des jours beaucoup plus fécond, fructueux et surtout moins sanglant, moins dramatique, moins tendu. Mais il y avait comme une sorte de culture absolue du monolithisme, bon, qui avait été forgé dans la lutte, je le comprends, hein, un pays, une langue, une religion, je comprends que ça ait pu être des mots d'ordre efficaces, mais une fois l'indépendance acquise, il aurait fallu passer au pluriel. Alors, moi, j'y crois à cette idée-là, et elle est pas morte. Je veux dire, il faut aussi la prendre pour le futur. C'est-à-dire, c'est une idée qui aurait pu déjà se mettre en place il y a des décennies, mais qui n'est pas morte pour le présent et le futur. L'Algérie a vécu une histoire tellement complexe depuis l'Antiquité, avec des apports de toutes sortes, qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour les voir d'ailleurs, d'ouvrir les oreilles pour les entendre. Alors, c'est un pays pluriel et magnifiquement pluriel qui, s'il avait cumulé tout ça, ça lui donnait une force culturelle incroyable. Elle avait déjà la force économique avec le gaz et le pétrole, elle aurait pu avoir une force culturelle incroyable. Et je ne parle même pas de sa force humaine parce que moi, j'ai vu la qualité des gens, la qualité, l'inventivité, l'intelligence, le côté, je l'ai dit tout à l'heure, humour, les femmes, leur
courage, leur ténacité. Moi, j'ai tout appris humainement en Algérie. C'est-à-dire, moi, j'étais une petite mauviette, hein, j'étais une petite bourgeoise, même si j'étais issue de milieux très populaires. Moi, je voulais rompre avec tout ça et je voulais devenir une petite bobo, quoi. Et Mm. l'Algérie m'a complètement, on va dire, nettoyé la tête de ce point de vue. Je pourrais plus jamais être dupe de beaucoup de choses parce que humainement, l'Algérie m'a ouvert complètement les yeux et les femmes algériennes m'ont montré ce que c'était, que le courage, que la ténacité, que l'espoir aussi dans des situations catastrophiques. J'ai connu vraiment des femmes dans des situations mais épouvantables, violence, le manque de possibilités de vivre, quoi, tout simplement. Mais elles avaient en elles quelque chose qui leur permettait de supporter ça et de parfois arriver à conquérir des espaces de liberté étonnants, incroyables, Mm. magnifiques. Et je dois dire que mon travail d'anthropologue sur la poésie, la chanson, la littérature orale, les contes, tout ça, m'ont fait comprendre aussi que beaucoup de femmes algériennes, la plupart, possédaient un stock de tout ça en elles, un stock poétique, un stock de proverbes, un stock de chansons qui les aidait quand même beaucoup au quotidien aussi. C'est-à-dire que, outre le sacré dont on a parlé tout à l'heure, l'inventivité et la transmission en poésie, en chant, c'est quand même très important et ça permet aux gens, aux femmes en particulier, de supporter ou surmonter des choses que lorsqu'on est dépouillé de cette arme, je dirais, c'est une arme, hein, la littérature, la poésie, la beauté, la créativité, eh bien, je pense qu'on est plus vulnérable encore. Quels sont vos liens avec l'Algérie? Quand je suis partie, entre guillemets, de la terre algérienne, disons, la grosse coupure, c'est en 93, parce que j'ai vécu un incident qui m'a amené à partir. J'ai été agressée dans mon immeuble à Alger par deux jeunes qui, je pense, voulaient que je quitte cette terre. Euh, donc, ça m'a amené à partir, mais je suis partie en sachant, parce que j'étais allée aussi au chevet de Djaout, etc., qu'il fallait faire quelque chose pour faire connaître au monde entier, en France en particulier, ce qui était en train d'arriver en Algérie et monter aussi une solidarité. Donc, quand je suis rentrée, je suis allée tout de suite prendre attache à la Maison des sciences de l'homme à Paris avec ma collègue Fanny Colonna, qui était un peu comme moi, on va dire, sur les deux rives. Et nous avons toutes les deux lancé une réunion comme ça de solidarité dans un amphi de l'école des hautes études à Paris. Et cet amphi était bondé de gens qui avaient répondu à l'appel, des intellos. Bah, parce que nous, on était aussi des intellos, hein, donc il faut faire avec les moyens du bord. Mm. Et donc, à l'issue de cette réunion, on a créé le comité de soutien, comité international de soutien aux intellectuels algériens. Et je rappelle que c'était fin 93. Et on s'est dit que le plus à même de porter ça, ça serait Bourdieu, que nous connaissions toutes les deux d'ailleurs, Fanny et moi. J'ai téléphoné à Bourdieu et il a tout de suite accepté. Il nous a rejoints sur cette association que nous avons créée, donc comité de soutien, et tout de suite, de très grands noms internationaux se sont joints à cette action de solidarité et de d'alerte, on pourrait dire. Hein, c'était ça. Mm. Et bon, je pense à des gens, alors à l'époque était encore vivant Jacques Derrida pour la France, Francis Janson aussi, Pierre Vidal-Naquet qui était encore parmi nous à l'époque et bien d'autres. Et à l'international, Habermas, Abraham Serfati. Nous avons orienté notre action sur deux volets. La solidarité, donc le soutien là-bas et ici en France, et l'activité, on va dire, intellectuelle
intellectuelle, voire politique, Mhm. aussi avec des publications, des rencontres, des meetings. Côté publication, assez rapidement, avec quelqu'un donc qui était réfugié et qui avait publié déjà pas mal en Algérie, journaliste écrivain, on s'est dit, et avec la bénédiction évidemment du CISIA et de Bourdieu, qu'on pourrait lancer une maison d'édition et une revue. Donc moi, en 96, donc c'était pas tout de suite, mais c'était au bout d'un moment, j'ai co-fondé la maison Marsa Édition et la revue Algérie Littérature Action, début 96. Et jusqu'à présent, je continue à être une éditrice, on va dire, très, très attentive à l'Algérie. Beaucoup d'Algériens ou de binationaux écrivent chez moi, je vais dire chez moi, même si c'est pas chez moi, on est quand même un collectif, mais bon, c'est un peu beaucoup chez moi. D'ailleurs, même chez moi, je suis très, très envahie par cette activité. Donc, euh, l'Algérie est une Algérie maintenant pour moi un peu plus lointaine. J'y suis retournée quelques fois. Beaucoup de mes amis de l'époque, soit sont décédés, hélas, soit et qu'ils reposent en paix, soit sont partis à la même période que moi ou un peu plus tardivement. Donc, c'est une Algérie qui a changé, dont les mentalités aussi ont beaucoup changé. Donc, je m'y sens heureuse et malheureuse en même temps. Donc, disons que je ne cours pas en Algérie, mais mon Algérie est en moi. Mes amis algériens, franco-algériens sont légion. Je les ai de visu, au téléphone, par mail, de toutes les manières possibles. Je les publie pour certains. On a des projets, etc. Et l'Algérie est toujours là, donc elle est toujours là. Évidemment, s'il y a le moindre écrit, le moindre reportage, le moindre, je m'y intéresse. Je sais encore parler mes langues J'allais vous acquises, demander. même mal, mais de moins. Mais c'est terrible parce que de moins en moins. Alors le berbère, il est tombé très vite. L'arabe dialectal, un petit peu moins. Mhm. Mais disons que si mes amis de l'époque, femmes, qui m'ont vu dans l'apprentissage faire des progrès de jour en jour, etc., m'entendaient maintenant et à la fin, je pouvais tenir des conversations, elles se moqueraient vraiment de moi, me dire, mais tu as tout perdu, ma fille. Je suis sûre Donc, que non. à Non, l'époque, j'étais jeune, donc j'étais oui. plutôt ma fille. Maintenant, ce Oui. serait plutôt ma mère. Ma mère. Non, Marie, je veux vous faire une confidence. Je crois que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie jamais et que Non, une ça petite. reviendrait, bien Oui, sûr. oui, 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 tout à fait. Non, on parle des langues que vous avez acquises en Algérie. Ça nous donne l'occasion de faire un petit coucou amical, je ne voudrais pas l'oublier, à une dame qui était à Djeman Sarich, que vous n'avez pas eu l'occasion de revoir depuis quelques années, mais Oui. je voudrais lui adresser un salut amical, même si quand vous m'avez sollicité, parce que vous savez que je suis par mon papa originaire de Djeman Sarich, j'ai découvert que c'était une voisine hein, sur la place qui s'appelle aujourd'hui la place Aïssa Tidir, la place de l'Ancien Marché. Je voudrais faire un salut amical à Madame Guedjou. Mais bien sûr, Madame Guetchou qui m'a reçue plusieurs fois, qui a été d'une gentillesse, d'une générosité, d'une amitié, je pourrais dire, formidable, qui m'a elle aussi appris beaucoup de choses, hein, parmi beaucoup d'autres femmes, que je remercie encore du fond du cœur, que j'embrasse, à qui je dis, je vous aime toujours, Madame Guetchou, si on se revoit, on tombera dans les bras l'une de l'autre. Voilà. Quand on parle d'Algérie, est-ce qu'il y a une chanson, un air qui vous vient comme ça systématiquement à l'esprit? Je vais vous la chanter direct, mais Ah pas bah oui. longuement. Pas longuement, hein. Non, non, je vous en prie. يا بلاري يا طويل قايمة, etc. J'ai oublié les paroles. Oui, Ya magnifique. Belaric. Pour moi, c'est la chanson, on va dire, qui n'est. Je crois qu'elle a été reprise par des chanteurs plus contemporains. Elle est traditionnelle, elle n'est pas non plus, je pense, ancestrale, mais c'est une belle chanson. Aux cigognes, au long cou, Mm, mm, etc. C'est une chanson d'amour, c'est une chanson de mélancolie, c'est une très, très belle chanson. Elle est en arabe dialectal. Bon, évidemment, si je, en kabyle, ben, vous savez, moi, quand je suis arrivée en Algérie, c'était la période Idir et c'était Aveva Inouva.
Et je ne peux pas ne pas penser, si vous me dites en kabyle quelque chose, c'est tellement, tellement. Je veux dire que Idir est devenu, est entré dans le patrimoine dont je parlais tout à l'heure, ou le matrimoine de la chanson traditionnelle, parce qu'il a tellement saisi l'esprit de tout ça que c'est devenu une part du répertoire traditionnel. Alors que non, la chanson a été composée par Ben Mohamed dans les années 70 et c'est un poème. Et Mehdir en a fait un chant traditionnel. C'est magnifique. C'est magnifique ce va-et-vient entre la modernité et la tradition qu'a si bien su faire à sa façon l'Algérie, avec le rail aussi, l'a fait C'est très vrai. bien. Parce que moi, j'ai vécu sur les deux pieds. Hein. J'étais très, très, on va dire, berbérophile et je défendais les droits de la population berbère à avoir une langue reconnue officiellement, à avoir des universités, des enseignements en kabyle, en berbère, etc., dans ce souci de pluralité que je disais, dont je parlais tout à l'heure. Mais je n'ai jamais oublié que l'Algérie était aussi arabophone et que c'était un pays pluriel. Et donc, je me suis intéressée à la chanson raï. Et j'ai écrit un bouquin qui s'appelle La chanson raï de l'Algérie profonde à la scène internationale, qui a eu pas mal de succès d'ailleurs. Et j'ai beaucoup travaillé aussi sur les textes, là aussi des femmes, souvent, parce que je pensais que pour les femmes, le rail avait ouvert une brèche aussi euh, intéressante, une brèche existentielle intéressante, que c'était une chanson revendicatrice aussi à sa manière, sur le mode justement existentiel, qu'il y avait des figures de femmes, en particulier évidemment la grande Cheikh Alamiti, qui était des féministes avant l'heure, qu'il fallait considérer tout ça d'un œil un peu, je dirais, de prendre un peu de hauteur, c'est-à-dire ne pas considérer cette chanson comme une chanson on va dire, des égouts sociaux, c'est ce que disaient à l'époque pas mal de gens, mais la considérer au contraire comme une chanson qui portait des revendications sociales fortes, qui était un étendard aussi pour la jeunesse, et c'était important, et qui pouvait faire bouger les lignes de la société. Mais bon, on va dire que ça n'a pas produit cet effet-là vraiment, parce qu'en même temps, monter des tréfonds de la même société, l'islamisme avec toutes ses conséquences. Et je disais à l'époque, quand j'écrivais ce bouquin, c'est le combat d'Eros contre Thanatos, c'est-à-dire la chanson rail du côté de la vie, avec tous ses excès, et les islamistes radicaux notamment, du côté d'une certaine mort, avec tous ces excès aussi, et on a vu ce que ça a fait quand ça s'est déchaîné. Où va l'Algérie? Est-ce que vous êtes inquiète pour la situation algérienne? C'est très compliqué. Je viens de me faire refuser un visa. Pardon. Oui, oh, je suis N'entame, désolée. Oui, oui, mais c'est une ça réalité. n'entame pas du tout mon amour de l'Algérie. Mm. Euh, C'était pour la première fois, j'acceptais de répondre à une invitation des services culturels français. Mm. Je vous ai dit tout à l'heure, je fréquentais très peu les Le cercles milieu. de, de, de coopérants et je fréquentais pratiquement jamais l'ambassade de France ni rien. Je faisais mes démarches officielles, si vous voulez, s'il fallait aller voter, j'allais, etc. Mais et pour ma retraite ou tout ça, je suis passée peut-être faire quelques mandats de temps en temps, mais je n'étais pas du tout, voilà, je n'étais pas du tout mêlée à la politique que mon pays d'origine avait engagée avec l'Algérie et je ne voulais pas entrer là-dedans. Ça ne m'intéressait pas. Et pour une fois, j'avais accepté là récemment, et justement à propos du rail, parce que le rail Mm. est entré au patrimoine immatériel de l'UNESCO, de Esco? l'humanité, donc l'Institut français m'a invité à faire une série de conférences en Algérie. Bon, ok, j'accepte. Et puis, bien sûr, je n'ai plus de carte de résidence, donc il faut que je Mm. fasse une demande de visa. Et j'apprends par le directeur des instituts français que actuellement la situation entre nos deux pays, blablabla, blablabla, et que l'Algérie aurait, je mets tout ça au conditionnel, hein, Oui. resserré la vie sur les visas culturels, etc. Bon, je ne veux pas savoir ce qu'il y a là-dessous.
ça me dérange parce que j'ai pas pu Le partir. constat est là. Ça me fait de la peine parce que j'ai considéré que ce pays était le mien. J'ai déjà eu des visas, ça n'a jamais posé de problème. Donc, bref. Mais ça nous remet un peu sur votre question. C'est que le nationalisme algérien, il a un côté important, efficace, utile, mais il a un côté délétère. Hein, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que il restreint les champs de liberté. Bon, par ailleurs, je n'ai pas fait un cours de politique, mais on sait quand même que l'Algérie est toujours gouvernée par l'armée, et ça fait des décennies que ça dure. Donc, c'est un peu embêtant. Et comme sur la planète entière, on voit que les régimes autoritaires ont le vent en poupe, évidemment, pour ce qui concerne l'Algérie, c'est pas un Bon bon signal. signal. C'est pas un bon signal. Donc, je n'en dirai pas plus, mais je suis inquiète pour l'Algérie, comme je suis inquiète pour la France. Pardon, Samia, parce que ce qui s'est passé ces derniers temps, la montée de l'extrême droite, les Donc rien de bon, controverses on est d'accord. qui continuent là aussi depuis des décennies, et ces quartiers défavorisés, ghettoisés, ces populations discriminées et tout, pour moi, c'est insupportable. Ce manque de pluralité aussi culturelle reconnue dans notre pays, la France, euh, là aussi ça me scie, parce que cette France qui s'est enorgueillie de son empire colonial, ben, si elle n'accepte pas les retombées de tout ça, c'est que c'est un On n'a rien pays compris. hypocrite, menteur et qui n'obéit qu'à ses propres, je dirais, je ne sais même pas d'ailleurs vers quel destin va la France. Mais voilà, je suis aussi inquiète parce que j'ai peur du totalitarisme, j'ai peur de l'unicité identitaire, toujours. Ça me fait très peur, que ce soit en Algérie ou en France. Et tout ça, c'est en général porteur de choses très sombres. Et j'ai peur que on n'aille pas vers la lumière. Mais bon, moi, je suis quand même une personne optimiste. Je veux jamais me laisser aller à des pensées sombres trop longtemps. Donc, je me dis que en continuant à défendre les valeurs qui sont les nôtres de plus en plus fortement, c'est-à-dire justement pluralisme, humanisme, solidarité. Alors, l'égalité, on n'y arrive plus du tout maintenant parce qu'on voit que c'est devenu monstrueusement inégalitaire partout, mais au moins limiter les dégâts et tisser des liens. Et du coup, parmi ces liens, il y en a un qui, pour moi, reste fondamental, pas seulement personnellement, mais globalement c'est le lien entre la France et l'Algérie. Parce que, il y a un nombre de gens originaires d'Algérie en France qui est incroyable, un nombre de gens qui ont une histoire avec l'Algérie qui est aussi incroyable, que ce soit une histoire profonde, récente, etc., qui est incroyable. Et donc, c'est le pays du Sud le plus proche de nous, c'est un pays extraordinaire qui a des ressources, et je ne parle pas du tout de ses ressources minérales hein, ou fossiles, je parle de ses ressources humaines incroyables. Et donc, il serait peut-être temps d'enterrer la hache de guerre des deux côtés et de faire quelque chose qui pourrait nous amener des deux côtés à vivre mieux dans la compréhension mutuelle, dans la vision intellectuelle qu'on a de son histoire, dans le bien-être aussi qui apaiserait beaucoup de gens qui sont malades de ça, c'est-à-dire psychologiquement malades de ne pas se sentir reconnus ici comme Français s'ils sont binationaux, de ne pas pouvoir voyager depuis là-bas ici s'ils sont Algériens complètement du pays, de ne pas se sentir reconnus dans leur côté aussi francophones ou des choses comme ça. Tout ça apaiserait tellement les tensions. Et là, l'islamisme peut-être relâcherait un peu ses griffes de partout parce qu'on est toujours encore, malgré tout, dans ce climat où l'islam, la religion est devenue une espèce de repère incontournable. Alors oui, c'est important d'avoir une religion pour certaines personnes, c'est même indispensable, mais c'est pas la peine de la rendre négative, mauvaise, exclusive, autoritaire, totalitaire, etc. Non, on peut vivre les religions tranquillement. Et moi, j'ai eu une Algérie des années 70-80 qui était apaisée par rapport à sa religion. Tout le monde était croyant, plus ou moins, et puis
tout le monde était pratiquant, plus ou moins. Les vieux allaient tous, à partir de 50 ans, on se considérait comme vieux. Allez, on faisait des prières, etc. Les jeunes vivaient un peu leur vie. Et puis après, mais ils vivaient leur vie sans être, on va dire, des anti-religieux. C'était, on va dire, apaisé. C'était apaisé. Et c'était culturellement bien intégré. Voilà, c'est ce que j'ai connu. Et c'était une belle Algérie, franchement. Même si déjà, on sentait des trucs. Mais c'était une belle Algérie que j'aime toujours de tout mon cœur. Voilà. Et qui, j'espère, reviendra. Pas sous cette forme. Oui, Évidemment, beaucoup plus mais évolué oui. avec le numérique, les métros et tout ce qui s'ensuit. Et puis, Il y a beaucoup de tant à perspectives. faire. Il y Il y a a tant à tant, faire. il y a tant à faire en Algérie. Et on commençait l'interview tout à l'heure. Vous évoquiez un mot important, le mot amour. C'est vrai qu'on a une relation, pas, nos deux pays, parce que j'estime qu'on est dans le même, on est dans le même bateau, vous et moi. Nos deux pays qui sont la France et l'Algérie méritent effectivement de pouvoir revenir ou arriver à une relation apaisée, une relation d'amour apaisée, parce que c'est vrai que cette relation singulière qui unit nos deux pays est appelée à se développer ou à casser. Moi, j'aspire effectivement à ce qu'elle se développe et qu'on puisse faire la table rase du passé, mais qu'on aille vers un demain apaisé Oui, en maîtrisant. oui, il faut pas faire table rase. Au contraire, c'est un mauvais. Non, non, il faut juste regarder Assumer. tranquillement, essayer de calmer les humeurs de toutes sortes. Regarder ce qui s'est passé. Je veux dire, la France est un pays colonial. Il faut qu'elle l'admette. Elle a été un pays colonial très dur et en particulier sur l'Algérie, très, très dur contre la population algérienne. Il faut qu'elle l'accepte, il faut qu'elle le regarde définitivement en face et qu'elle l'intègre à son histoire. C'est comme ça, dans l'histoire des pays, il y a des périodes noires. Et ben, c'est une période, celle du colonialisme français, qui n'est pas glorieuse. Il faut qu'elle le regarde. Quant à l'Algérie, il faut qu'elle accepte aussi de regarder son histoire en face, notamment l'histoire de la guerre de libération, où il y a eu toutes sortes de choses qui sont pas toutes belles non plus. Il faut les regarder. Et puis, depuis l'indépendance, il faut regarder aussi les excès, le manque de clairvoyance, un tas de choses qu'il faut regarder. Il faut donner la parole aux historiens, donner la parole aux archives, donner la parole aux témoignages encore, etc., etc. Voilà. Moi, je vois que ça pour apaiser les mémoires. Parce que quand on met la poussière sous le tapis, ça ressort. Quand on ferme la porte, c'est la fenêtre qui s'ouvre. C'est ce que Freud appelait le retour du refoulé. Et le retour du refoulé, ça fait boum et c'est mauvais. Merci infiniment, Marie-Vire, vraiment pour ce message d'amour et d'avoir accepté très facilement de livrer votre témoignage sur notre Algérie à nous, parce que là, mon Algérie à moi, vous avez compris, c'est un terme volontairement ou naïf ou enfantin, mais qui permet de revendiquer cette part d'Algérie qu'on a chacun en nous, et qui est une histoire belle, et il faut dont il faut qu'on soit fiers d'être les enfants, les descendants. Merci vraiment d'avoir apporté ce témoignage magnifique ce Je matin. voudrais dire un Oui, je mot, vous en prie, Marie. plusieurs mots, bien sûr, je suis une bavarde. Je suis Comme moi. algérienne pour ça aussi, je suis algérienne. Et donc, moi, je ne serais pas du tout la femme que je suis si je n'avais pas connu l'Algérie. L'Algérie m'a accueillie à bras ouverts quand j'étais une gamine, on va dire ça, a fait de moi une femme, a fait de moi une intellectuelle. Et pour cela, ce pays, c'est mon pays et je l'aime. Que voulez-vous qu'on dise après ça? Rien. Merci infiniment de ce précieux témoignage. Merci vraiment en tant que femme déjà, d'accepter de parler de votre part d'Algérie. Et puis c'est ça, l'histoire algérienne, l'histoire franco-algérienne, les relations franco-algériennes, elles sont à l'image de ces échanges qu'on a, comme ce matin. Quand on est capable de se parler, on peut ne pas être d'accord sur tout, mais l'idée c'est de maintenir le dialogue et c'est ce qu'on espère et aspire pour nos deux pays. Merci beaucoup. Et comme on dit chez nous, hein, il n'y a que les montagnes qui se rencontrent jamais, donc à bientôt, j'espère. À bientôt, Samia. Merci Merci, beaucoup pour merci ce temps de Marie. parole.